Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du système rénine-angiotensine-aldostérone, ou SRAA. Mais avant ça, je vous invite à aller visiter mes nouvelles pages Instagram et Twitter pour être informé de toutes les nouveautés. Alors, ce système est très important. C'est un système endocrinien ou hormonal localisé dans les reins. Son rôle va être de maintenir l'homéostasie hydrosodée et de réguler la pression artérielle sur le long terme. Pour ce faire, il va en fait ajuster le volume, parce que qui dit augmentation du volume dit augmentation de la pression. Ces deux-là sont étroitement liés. Et c'est ce qu'on obtient lorsque le système rénine-angiotensine-aldostérone est actif. Donc il va contrer une hypotension en augmentant la pression. Tout commence par l'angiotensinogène sécrété par le foie. On verra que plusieurs organes interviennent dans ce système. Ensuite, la rénine, qui elle est sécrétée par les reins, va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Cette protéine va être transformée par l'enzyme de conversion qui elle est sécrétée par les poumons en angiotensine 2. Les deux premières protéines sont inactives et c'est cette dernière angiotensine 2 qui est la protéine active. Cette angiotensine 2 va avoir deux cibles. Tout d'abord le récepteur AT1 qui est le plus important et qui va nous intéresser particulièrement, et le récepteur AT2. Voyons maintenant les effets de ces récepteurs. Le récepteur AT1, on le retrouve à différents endroits, au niveau des muscles lisses vasculaires et notamment au niveau du cœur, du cerveau, des reins, des surrénales et des poumons, et son activation va donner lieu à une vasoconstriction, à une rétention hydrosodée, à une activation du système nerveux sympathique et à une sensation de soif. Et tous ces effets-là vont permettre une augmentation de la pression artérielle. Ensuite, on retrouve aussi une prolifération et une croissance cellulaire et des effets de fibrose. Ces deux actions vont plutôt avoir un effet d'hypertrophie cardiaque et de la paroi artérielle, qui sont des effets plutôt négatifs et délétères. Le récepteur AT2, lui, va être moins intéressant. Il va être retrouvé dans la médullo-surrénale, dans l'utérus et le cerveau, et va donner lieu à des effets comme vasodilatation, réparation cellulaire, différenciation cellulaire et apoptose. Un autre effet très important de ce système va être son effet au niveau de la surrénale, où on retrouve des récepteurs AT1 et une fois qu'ils seront activés, cela va enclencher la libération de l'aldostérone, hormone clé de ce système. Cette dernière va permettre une rétention hydrosodée et aboutir à une augmentation de la pression artérielle. On voit bien donc que c'est l'aboutissement principal de ce système. Ce système est aussi capable de s'auto-réguler car s'il est activé excessivement, il va être capable en fait de faire un rétrocontrôle avec l'angiotensine 2 qui va inhiber cette rénine pour l'empêcher d'activer l'angiotensinogène. Maintenant, quels sont les signaux qui enclenchent ce système? Il faut savoir que tout commence par la rénine. La rénine est une enzyme sécrétée par les reins, mais plus précisément par l'appareil juxtaglomérulaire des reins. Voyons où se situent ces appareils. Ici, on va retrouver la capsule de Bowman. De l'autre côté, on va retrouver avec leur continuité le tube contourné distal, et entre les deux, le vaisseau sanguin qui va passer avec l'artère afférente et l'artère efférente pour être filtré. Si on zoome à ce niveau, on va retrouver cet appareil juxtaglomérulaire. On retrouve toutes les parties que j'ai citées, et il faut retenir que cet appareil juxtaglomérulaire est en fait juste à côté du glomérule. Donc juxtaglomérulaire, juste à côté du glomérule. Ici, en mauve, on a les cellules juxtaglomérulaires. On voit bien qu'elles séparent le tube contourné distal du glomérule. Donc qu'est-ce qui va activer ces cellules juxtaglomérulaires pour sécréter de la rénine? Eh bien tout d'abord, on va avoir une activation par des barorécepteurs qui vont détecter des signaux d'hypovolémie et d'hypotension. Et après cette activation, ils vont permettre aux cellules de sécréter de la rénine dans le glomérule. Un autre signal va être celui des cellules de la macula densa qui vont, elles, détecter la baisse de sodium dans le tube contourné distal pour provoquer cette sécrétion de rénine qui, vous le savez bien, permet une rétention hydrosodée. Un autre signal est celui du système nerveux sympathique qui est lui aussi capable de provoquer cette sécrétion de rénine. Une fois cette rénine sécrétée dans le glomérule, elle ne va pas être filtrée, elle va en fait continuer son passage et aller au niveau des vaisseaux sanguins où elle va rencontrer l'angiotensinogène sécrété par le foie pour le transformer en angiotensine 1 qui va rencontrer l'enzyme de conversion qui le transformera en angiotensine 2. Donc on voit bien que ces transformations se font au fil du passage dans les vaisseaux sanguins. L'angiotensine 2 va ensuite aller au niveau de la surrénale où elle va permettre la sécrétion de l'aldostérone. Parlons maintenant de cette aldostérone et de ses effets. L'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde qui va avoir pour précurseur le cholestérol qui va après différentes transformations aboutir à l'aldostérone. Cette aldostérone est en fait sécrétée par la zone glomérulée du cortex de la surrénale. On le voit ici
aussi avec au centre la médullo-surrénale et plus à l'extérieur la cortico-surrénale entourée en noir. Dans cette cortico-surrénale, on va retrouver plusieurs zones avec en orange la glomérulée qui est celle qui sécrète l'aldostérone, ensuite la zone fasciculée et enfin la zone réticulée. Chaque zone va avoir un rôle différent. Ici, c'est la glomérulée qui nous intéresse. Cette sécrétion va être stimulée par tout d'abord l'angiotensine 2 du système SRAA qu'on vient de voir. Cela va être enclenché par des signaux d'hypotension et d'hypovolémie, mais aussi par l'hyperkaliémie. Et oui, car les effets de l'aldostérone sont certes une rétention hydrosodée avec la réabsorption de sodium et l'eau qui va toujours suivre le sodium, mais il y a aussi un effet de sécrétion de potassium ou d'élimination de potassium. Et pour agir, elle va en fait aller au niveau du tube contourné distal où elle pourra en fait avoir ces effets-là. Donc en cas d'hypotension ou d'hypovolémie ou d'hyponatrémie, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une augmentation du sodium et de l'eau grâce à une réabsorption de ces derniers, donc une augmentation du volume sanguin et in fine une augmentation de la pression, mais aussi une diminution du potassium dans les cas d'hyperkaliémie. Donc c'est vraiment une hormone qui va permettre de réguler deux des ions principaux du corps qui sont le sodium et le potassium et aussi le volume sanguin qui est majeur dans la régulation de la pression artérielle. On comprend donc bien qu'il serait très intéressant d'avoir des médicaments qui pourraient bloquer ce système rénine-angiotensin-aldostérone, car en fait il est impliqué dans l'hypertension artérielle et dans l'insuffisance cardiaque. En effet, cette augmentation de la pression artérielle risque de finir par enclencher une hypertension artérielle chronique. Et cette hypertrophie cardiaque va elle être délétère dans l'insuffisance cardiaque, car le cœur va finir par être moins efficace. Donc plusieurs médicaments ont été découverts pour contrer ce système. On a tout d'abord les IEC, qui sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ce sont tous les médicaments qui finissent en pril, comme le ramipril. Leur particularité va être en fait qu'ils vont agir au niveau des reins en inhibant la vasoconstriction de l'artère efférente du glomérule. Et en ça, elles vont permettre la baisse de la filtration glomérulaire. Et cela va être mis à profit chez les personnes diabétiques en permettant une protection de la fonction rénale, mais aussi une réduction de la protéinurie. C'est pourquoi d'ailleurs, les IEC font partie des antihypertenseurs qui peuvent être prescrits chez les insuffisants rénaux, car ils permettent une protection de la fonction rénale. Une autre classe de médicaments va être les ARA2, qui sont en fait les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Mais attention, ce sont les récepteurs AT1 qu'ils inhibent et non pas les récepteurs AT2, vu que ce sont les récepteurs AT1 qui sont responsables de la majorité des effets délétères. Ces ARA2 ne sont rien d'autre que les sartans, comme par exemple l'IRB-sartan. Ensuite, on retrouve la lyskyrène qui lui va agir plus en amont et inhiber cette rénine. Il faut savoir qu'en première intention, on va utiliser des IEC, mais ces IEC sont aussi responsables d'un effet indésirable fréquent qui est la toux. Donc pour les patients qui présentent cette toux, on va plutôt aller vers les sartans, qui eux ne sont pas responsables de cet effet indésirable. Donc on se rend bien compte que le blocage de ce système SRAA est un pilier de la thérapeutique cardiovasculaire. Donc un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, ce système rénine-angiotensin-aldostérone se présente de cette façon avec tous les différents organes qui interviennent et ce système va être particulièrement intéressant dans la thérapeutique cardiovasculaire avec les différents médicaments que j'ai cités qui ciblent ce système SRAA. On retrouve donc les IEC, les sartans qui ciblent bien évidemment le récepteur AT1 et la lyskyrène. Leurs objectifs vont être tout d'abord de diminuer la pression artérielle, mais aussi de contrer l'hypertrophie cardiaque et enfin de protéger le rein pour les IEC. Voilà, c'était tout pour ce système. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les pages que j'ai créées dont je vous ai parlé au début et surtout de vous abonner. Voilà, merci à vous tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.